Bonjour à tous les internautes présents sur cette grande première Assurance TV. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir en direct. Assurance TV, c'est quoi? C'est le MAG, des sujets liés à l'innovation et à la transformation du secteur de l'assurance. Nous aurons deux grandes séquences dans ce MAG. Une première séquence, un premier plateau sur quelques sujets d'actualité que nous avons sélectionnés. Et puis, dans 20 minutes, un grand débat avec d'autres personnalités qui se joindront à nous pour débattre du sujet des startups et l'assurance. Et surtout, n'oubliez pas le live tweet sur Assurance TV où vous pourrez effectivement poser un certain nombre de questions. Nous avons réuni sur ce plateau des professionnels reconnus. Bonjour à tous. Bonjour Virginie Babinet, vous êtes responsable groupe gestion de sinistre au groupe AXA. Nelly Brossard, experte en expérience client, nous a rejoint également pour ce direct. Nous avons également Denis Jacquet, vous êtes dirigé et vous êtes créateur de l'Observatoire de l'ubérisation, entre autres, c'est bien ça? Tout à fait. Et puis nous avons Rodolphe Pem. Bonjour Rodolphe, vous êtes directeur général de Prima Solutions. Alors nous allons démarrer cette première séquence et ce premier sujet par Virginie. Virginie, vous êtes au sein d'AXA depuis 1993, c'est bien cela. Et après de multiples fonctions au sein de ce groupe, vous êtes désormais en charge de la gestion de sinistres groupe. Vous avez initié, Virginie, un projet qui nous a beaucoup intéressé, Give Data Back, qui a été lancé il y a quelques temps. Et pour ceux qui ne connaissent pas Give Data Back, AXA partage sur ce site publiquement des données sur les dégâts des eaux et les cambriolages dans 6 pays européens. Chacun peut donc mesurer le risque auquel son habitation est exposée. Alors, je ne suis pas client AXA en MRH, mais j'ai fait le test sur mon habitation principale. J'ai juste indiqué mon adresse. Le résultat est le suivant. Je vous indique que près de chez moi, il y a un dégât des eaux tous les 7 jours, avec un coût en moyenne de 1 280 €, mais qui peut atteindre 15 000 €. Et puis, toujours près de chez moi, il y a des possibilités de vol tous les 62 jours, avec effectivement un coût estimé de 3 638 € et pourront aller jusqu'à 13 700 €. Alors Virginie, une première question d'abord, comment vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, Give Data Back? Give Data Back, nous sommes partis des données AXA, donc dans 6 pays européens, sur un historique de 3 ans en sinistre. Et on a déterminé des zones qui correspondent en général en France aux codes postales pour déterminer en fait une fréquence de sinistre en dégâts des eaux ou en vol, et ainsi que des probabilités relatives par rapport aux zones qui sont mitoyennes. Donc ce qui est intéressant, en fait, c'est plutôt pour faire prendre conscience à chacun des risques qu'il encourt et du coup les axes de prévention qu'il peut avoir. Parce qu'au départ, c'est vrai, il y a ces chiffres, mais c'est surtout la deuxième partie qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle un peu les conseils en prévention, les types, où même tout un chacun peut en rajouter pour dire, pour vous prémunir par rapport à ces risques, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors justement, moi quand j'ai fait le test sur mon habitation principale, je n'ai pas su trop comment gérer cette information. Comment, en règle générale, les internautes peuvent la gérer donc en faisant de la prévention, c'est ça uniquement? En fait, une fois que vous êtes sur le site, vous pouvez aller cliquer et demander comment puis-je améliorer ma situation face à ces risques. Et par exemple, des idées intéressantes à avoir, c'est que par exemple, par rapport au vol, il faut savoir que la semaine où il y a plus de cambriolage, c'est entre Noël et Jour de l'An. Des choses qu'on ne sait pas forcément. L'autre chose, c'est les cambriolages ont lieu à 35% quand vous êtes dans votre domicile. Donc pensez, même quand vous êtes dans vos domiciles, à fermer les portes, même quand vous êtes dans votre jardin. Il y a un certain nombre de choses. Les vols aussi ont lieu à 80% en journée. Et donc essayez de ne pas signaler, même sur Facebook, que vous êtes absent. Des choses comme ça, des choses qui paraissent simples, mais que les gens oublient. Et donc c'est vraiment ce but de dire on doit faire de la prévention, on doit redonner finalement notre savoir à la communauté pour aider à faire de la prévention pour les vols, mais aussi en termes de corporate responsabilité pour le dégât des eaux, parce qu'une fuite d'eau, c'est 20% de consommation en plus. D'accord. Ça permet d'ajuster son contrat d'assurance également, éventuellement? Non, pas du tout. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment un objectif sociétal au départ, en disant on a un savoir, on a des données, est-ce qu'on peut leur donner? C'est vrai que c'est novateur, ça n'a pas été fait, et donc on essaie de le faire. On voit que ça a du succès, parce qu'il y a quand même eu déjà 215 000 visites sur le site, depuis le 12 octobre.
D'accord, donc c'est une belle performance. Bravo, belle initiative. Aujourd'hui, on voit que le métier d'assureur n'est plus uniquement de percevoir une prime ou de payer un sinistre. Est-ce que vous partagez ce point de vue? C'est complètement quelque chose qu'on partage chez AXA, parce qu'on dit qu'on doit changer un peu notre métier, on ne doit plus être justement uniquement des payeurs, on doit avoir aussi des partenaires. Et donc on veut que nos clients soient des partenaires et on doit pouvoir les aider toute leur vie du contrat et pas uniquement recevoir leur prime et payer en cas de sinistre. Alors, ça laisse poser quand même une petite question. C'est le modèle économique de l'assureur qui aujourd'hui est quand même assis sur un élément concret qui est la prime, la cotisation. Même dans ce modèle économique à venir sur ce type de projet? Non, pas forcément. Après, il peut y en avoir des effets induits parce que, comme vous avez des axes de prévention, vous pouvez vous dire je veux faire appel à une société qu'AXA me recommande pour améliorer ma prévention. Mais ça, c'est un deuxième effet, puisque nous, on a des réseaux partenaires, ça peut aider. Mais c'est des idées qu'on peut avoir en cible. D'accord. C'est quoi les prochaines étapes de Give Data Back? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Déjà, la première étape, c'était de voir s'il y avait de l'appétence. Donc, tous ceux qui veulent aller, n'hésitez pas, givedataback.axa, allez tester vos adresses, allez voir en fait les risques que vous encourez et les axes de prévention. Et là, comme on voit qu'il y a un grand succès avec les chiffres que je vous ai donnés, 125 000 adresses regardées, 38 000 conseils, etc., et ça continue, on est en train de regarder si on doit étendre à d'autres domaines pour la protection de l'habitation. Est-ce qu'on doit mettre aussi des cartes de risque d'inondation, c'est comme ça se passe en ce moment, aussi la sécheresse, des choses comme ça, d'autres en fait conseils en prévention, et regarder aussi si on doit pouvoir ajuster la prime plus en termes de quelles sont les garanties que j'ai par rapport à ce sur quoi je dois être couvert. Il y a un certain nombre on est en train d'étudier avec les différents pays pour voir ce qu'on doit en faire. Sur d'autres types de risques aussi, non? Ça peut être aussi d'autres types de risques, ça peut être aussi pour les PME, voir si on doit aussi les aider à mieux se protéger, les sensibiliser en fait. C'est tout ce qui peut aider à mieux protéger. Vraiment, on doit être des partenaires de nos assurés. D'accord. Merci Virginie. Nous allons passer directement au second sujet, seconde sélection de Assurance TV. Nous allons parler des produits Pay or You Drive. Vous le savez, quelques acteurs en France proposent ce type de contrat depuis 2015. Une étude du bureau américain IHS montre que dans 5 ans, 142 millions d'assurés accepteront que leur véhicule communique des informations sur leurs habitudes de conduite, la vitesse, l'accélération, le freinage, les distances parcourues, la négociation des virages, etc. En Chine, pas moins de 15 compagnies ont lancé des offres Pay or You Drive en 2016. Aujourd'hui en Europe, l'Italie compte plusieurs millions de conducteurs qui ont adopté ce type d'assurance auto. La Grande-Bretagne suit le pas, mais la France, la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne ont beaucoup plus de mal à l'adopter. Alors, Rodolphe, rebonjour. Vous êtes directeur général de Prima Solutions et vous avez créé récemment un partenariat avec Michelin autour de leur solution Driving Data to Intelligence. Cette solution ambitionne, je les cite, de devenir la référence mondiale de la modélisation et de l'analyse des données issues de la conduite. En gros, une plateforme technologique favorisant le déploiement des contrats Pay or You Drive. On voit aujourd'hui qu'en France, l'assurance connectée est en phase de rodage. Je crois que vous partagez ce diagnostic. Alors pourquoi, Rodolphe, selon vous, ce type d'offre qui marche ailleurs ne marche pas en France ? Bonjour Jean-Luc, tout d'abord, bonjour tout le monde. Je voudrais juste faire une petite précision en introduction. Effectivement, c'est un partenariat à 3, c'est avec Michelin et Acapela, le cabinet Acapela également. D'accord. J'ai effectivement moi aussi quelques données et je pense que c'est important de les partager. Effectivement, l'Italie est à 5 millions de contrats, ce qui représente 20% du marché quand même sur du Pay or You Drive, Pay as You Drive, enfin en tout cas des objets connectés, auto. 1,5 million au UK. C'est pas neutre, contre 20 000 en France. Et certains cabinets prévoient 2,2 milliards d'ici 2020 sur ce type d'assurance, ce qui représenterait 12% du marché. Bon, peut-être pas, l'avenir nous le dira, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que... Un gros décalage dans ce qui se passe ailleurs et en France. Quand même un décalage. Les automobilistes français et européens quand même déclarent pour 30 à 60% qu'ils sont prêts à donner et à partager des informations sur leur type de conduite. Donc quand même, il y a un terrain fertile pour embarquer des objets connectés. 50% d'entre eux, bien sûr, attendent un retour tarifaire. C'est pas uniquement... Bon.
Bon. Donc le marché français avance à petits pas, mais malgré tout, et ça c'est ce qu'on constate, et je pense que Virginie pourra le confirmer, mais tous les acteurs assurantiels regardent quand même toutes les nouvelles offres. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui sort une nouvelle offre, ils sont à l'affût, ils regardent ce qui se passe. Tiens, qu'est-ce qu'ils font, comment ça se passe. Donc il y a quand même une attention et une vigie particulière sur les offres pay-as-you-drive sur le marché. Est-ce qu'il faut y aller sur le marché français? Sur le marché français. Mais il y a des freins quand même aujourd'hui. Il y a des freins, oui et non, parce qu'aujourd'hui, des modules comme celui de Michelin, justement, est un module, et tous les modules d'objets embarqués ou connectés, les prix sont de plus en plus réduits, c'est-à-dire que les productions sont des productions de masse, donc les prix sont vraiment faibles maintenant. Donc cette barrière, parce qu'il y avait quand même une barrière du prix de l'objet connecté, embarqué dans le véhicule, et ça c'est de moins en moins cher. Donc c'est une incitation pour les assureurs à lancer de nouvelles offres, quelque part. Mais pas n'importe comment, et ça c'est vraiment important parce que j'ai pensé un peu au sujet. Effectivement, qu'est-ce qui fait qu'un assureur va aller sur un objet connecté ou pas? À mon avis, il faut quand même se poser des questions stratégiques en amont. C'est pas uniquement se dire je vais suivre un mouvement de masse parce que la Grande-Bretagne le fait, parce que l'Italie le fait, donc il n'y a pas de raison. Ils ont des assurances et des modes d'assurance qui sont différents du marché français. Donc il faut regarder quand même ce que représente le marché français et ce que représente même son portefeuille d'assurés. Et ça, c'est vraiment un point important. Est-ce que j'utilise un objet connecté pour des jeunes, pour des seniors, la même population? Les autres ont les mêmes problèmes. En France, ça ne marche pas. En Italie, ça marche très bien. Et en Angleterre, ça marche mieux. Quels sont les freins aujourd'hui en France, tout simplement? C'est vraiment, à mon avis, les coûts et les cibles. Le coût de la technologie? Le coût de la technologie et les cibles. Et donc, la bonne segmentation des clients, de savoir bien aborder les sujets et d'être certain qu'il y aura bien un modèle technique, économique, derrière tout ça. Et ça, je pense que ça demande un travail amont, mais c'est pour ça que je précisais sur la stratégie amont, je pense que chaque assureur peut trouver sa place sur l'objet connecté, mais il faut qu'il réfléchisse à quelle cible il veut viser. Il s'adresse. Alors, votre solution technologique, Rodolphe, s'appelle Drive Safely on Pay-as-you-drive, c'est bien cela. C'est associé à un boîtier Michelin, elle collecte les données de conduite qui sont ensuite corrigées sur une plateforme. Un score est restitué au conducteur et votre plateforme digitale que vous gérez en interne calcule les primes en réel. Hein. C'est bien ça le principe technologique. Tout à fait. En quoi cette solution-là est-elle différente de celle qui existe déjà? Et cette solution-là pourrait-elle permettre un déploiement plus ample de ces contrats pay-as-you-drive? Alors, tout d'abord, c'est vrai, on est une solution, d'abord, on embarque des objets connectés, dont le pay-as-you-drive avec Michelin, mais Prima Solutions est d'abord un éditeur de logiciels. Donc, on a fait du front to back, et sur le pay-as-you-drive, on embarque donc ce module, et c'est vrai qu'on est déjà connecté, donc c'est déjà intégré en fait à notre solution, et en 3 à 6 mois, on peut déployer un nouveau produit pour un assureur. Donc on est très très agile. Et on est c'est cette agilité qui manquait aux précédents dispositifs technologiques ou pas? Je pense sincèrement que oui. C'est-à-dire que les systèmes d'information un peu historiques, qu'on pourrait qualifier d'un peu historiques, ils sont robustes. Préhistoriques? Historiques. Pardon, excusez-moi. Non, j'aurais pas dit ça. Historiques, ils sont robustes mais coûteux. Et coûteux, et en même temps, ils ne permettent pas le time to market que les assureurs aujourd'hui attendent. Surtout les directions marketing, business, la direction générale. Donc il faut qu'il y ait vraiment une transformation de paradigme sur mon système d'information qui effectivement est robuste et un nouveau système d'information à côté vers lequel je peux aller progressivement, embarquer des innovations comme la solution Prima avec le pay-as-you-drive et déployer des solutions rapidement. Garder à côté le système historique, parce qu'il est là, pour les anciens produits, et progressivement migrer vers une plateforme qui est agile. Parfait, c'est très clair. Merci de ces précisions, Rodolphe. N'oubliez pas le hashtag Assurance TV. Vous pouvez poser des questions et on les relayera sur le plateau en direct. Nous allons désormais passer à un autre sujet. L'expérience client, la nécessité d'améliorer cette expérience client dans notre secteur est une évidence. L'expérience client doit être au centre de toutes les attentions. Tout le monde en parle, tout le monde veut réenchanter l'expérience client. Mais finalement, tout n'est pas aussi simple. Alors,
Pour nous en parler, nous avons demandé à une experte en expérience client, Nelly Brossard, de nous rejoindre. Bonjour Nelly, rebonjour. Qui, au-delà de ses éminentes fonctions, est reconnue par ses pairs. Alors, je ne vais pas mettre mal à l'aise Nelly, mais je tenais à rappeler quand même, pour ceux qui ne le savent pas, que Nelly a été élue Jeune Manager de l'année en 2012 par les Trophées de l'Assurance, personnalité marketing de l'année en 2014 par Marketing Magazine, personnalité digitale en 2016 par l'Argus de l'Assurance, et elle a eu très récemment le trophée argent de la personnalité e-commerce 2017. Alors, qui mieux que Nelly pouvait nous répondre à ces questions liées à l'expérience client? Ma question est simple, ma première question est simple, Nelly. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux de cette expérience client ou cette expérience utilisateur? On utilise le mot que l'on veut. Alors aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on vit dans un monde digital. Donc, on a des consommateurs qui sont digitalisés totalement. Et donc, c'est un monde où le consommateur, il est hyper connecté, il est informé. Il est mobile, il est ubiquitaire. Donc, il y a aussi des nouvelles attentes et des nouveaux usages qui sont vraiment en train de s'ancrer de façon assez prégnante. Et du coup, il y a vraiment des attentes très fortes de personnalisation, d'instantanéité, de temps réel, de fluidité et de simplicité. Donc ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Donc face à ça, notre métier, évidemment, d'assureur, il doit évoluer et se réinventer totalement. Et il faut vraiment repenser notamment l'expérience utilisateur et la relation client. Et aussi, évidemment, faire évoluer notre proposition de valeur. Donc aujourd'hui, il est pour chacun de nous vraiment crucial d'avoir une relation et une expérience qui soit excellente. Donc on est tous en quête de cette excellence de la relation. Donc la question, comme vous dites, c'est un peu comment faire. Pourquoi cette excellence? Parce que le marché, il est ultra concurrentiel. Parce qu'on a des nouveaux entrants, c'est que le début. Il y a vraiment des nouveaux entrants qui sont en train d'arriver de façon massive, GAFA et pas que. Et il y a aussi des clients qui peuvent aujourd'hui résilier à tout moment sur ce marché français. Ça fait quelques temps, mais ça commence vraiment à faire bouger. Donc en fait, il y a vraiment une importance d'attirer les clients et aussi de fidéliser les clients existants. Donc c'est vraiment une des clés aujourd'hui d'offrir cette expérience différenciante qui est un atout stratégique pour chacun des assureurs. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'enjeu pour chacun aujourd'hui, c'est d'accélérer ce rythme et d'en faire l'affaire de tous dans les entreprises, parce que c'est ça le sujet, on y reviendra tout à l'heure. Alors, ça, c'est les grandes intentions, les enjeux que vous avez évoqués, Nelly, dans les faits. Aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment, mais sans vouloir vraiment généraliser, que cela n'a pas vraiment changé l'expérience vécue par les assurés. Et en particulier dans certains moments clés ou des moments de vérité de l'assurance, la gestion du sinistre. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que l'expérience vécue par l'assuré a vraiment changé aujourd'hui? Alors, je partage, je vais juste un peu relativiser. On part de loin, on peut le dire, si on prend en compte ce que je viens de dire sur les attentes et les usages actuels des clients, et si on prend aussi les codes un peu qui se sont mis en œuvre, des acteurs qui sont au top de l'expérience, comme Amazon ou Apple, qui font en fait ce qu'attend le client aujourd'hui. Donc, les clients souhaitent, avec leur assureur, avoir le même type d'expérience que ce qu'ils peuvent avoir avec ces acteurs. Donc, on en est loin. Et c'est encore plus vrai quand on se penche sur les millennials qui, eux, ont vraiment cette attente-là, et pour eux, c'est génétiquement programmé de cette façon-là. Donc, ce que je peux quand même dire pour relativiser, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui, c'est ça qui a changé, de la part des acteurs de l'assurance. Et ça s'est accéléré notamment avec l'arrivée de certains entrants qui ont en fait un peu montré la voie sur ce qu'on pouvait faire en termes de ce que j'ai dit tout à l'heure, de personnalisation, de fluidité de l'expérience. Je ne vais pas tous les citer, mais je vais prendre quelques exemples. Lemonade, on a tous vu, on connaît tous. Ce qui est assez impressionnant, c'est par exemple la rapidité de régler un sinistre sur Lemonade et la simplicité. Je vais prendre un autre exemple, c'est Cuva. Quand on souscrit en auto sur Cuva, on fait un selfie, on envoie la photo de son permis de conduire et de sa voiture, et en quelques secondes, on peut souscrire. Donc sur la souscription, sur les sinistres, quand on a des sujets comme... C'est des exemples étrangers que vous citez, Nelly. Voilà, alors il y en a quelques-uns. Ce qui change, c'est qu'il y a des exemples étrangers, et puis ça commence à arriver en France. Donc il y a Alan qu'on connaît, il y a des sujets, des gens comme Léo Kerr qui font des choses aujourd'hui qui viennent d'arriver, alors qu'ils sont aujourd'hui petits,
mais petits, mais qui Vous citez qui des montent. nouveaux entrants, là? Des nouveaux entrants, c'est ce que je disais. Donc c'est ces exemples-là qui font que y a cette prise de conscience. Et puis donc si tout le monde en parle, ce que je voulais dire, c'est qu'on est vraiment au démarrage des actions des acteurs. Et c'est une démarche qui prend du temps quand on est un acteur traditionnel, parce qu'on peut pas revoir toute son expérience en 2 minutes, puisque ça remet en cause fondamentalement un tas de process et d'habitudes en fait qui sont très ancrés dans la culture des assureurs. Donc c'est un peu ça le sujet aujourd'hui. Est-ce que les assurés peuvent attendre que les assureurs se mettent à niveau? Alors pour répondre totalement à votre question, c'est qu'aujourd'hui on a vraiment une volonté et un démarrage effectif des travaux. Comme j'ai dit, ça prend du temps. Donc concrètement, ma vision, c'est que sur le devis, la souscription, on va dire que c'est work in progress de la part des acteurs. En sur la revanche, gestion de sinistres, comme vous l'avez dit, sur la gestion de sinistres, pour moi, il y a vraiment encore un chemin qui est hyper important à parcourir, parce qu'on a vraiment encore de nombreux points de friction du côté des consommateurs, notamment toute la complexité. En fait, on est en train d'imposer plus nos process que de faire des choses très simples et très fluides. Et puis la lenteur, en fait, qui est aussi un sujet. On attend du temps réel et de l'instantanéité aujourd'hui. Donc pour moi, il y a vraiment des axes à poursuivre qui sont importants sur l'exécution, sur toute cette relation et cette émotion avec le consommateur qui sont importants aujourd'hui. Merci Nelly de nous avoir fait partager les clés de la réussite et de la progression sur cette expérience client. Nous passons désormais à la 4e partie de cette première séquence, notre dernière partie. Nous avons le plaisir d'accueillir Denis Jacquet, qui est entre autres le créateur de l'Observatoire de l'ubérisation. Et pour terminer cette première séquence, tout le monde a entendu parler, je crois, du déploiement éventuel d'Amazon et de Blablacar dans l'assurance. Nous ne pouvions pas ne pas parler pour cette première édition de ce MAC d'ubérisation de l'assurance. Ce mot récent, ubérisation, hante toutes les industries, transforme beaucoup de modèles, bouleverse beaucoup de métiers. Nous avons donc convié un observateur avisé qui pose d'ailleurs par l'intermédiaire de son ouvrage la question ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien. Pour rentrer dans le vif du sujet, Denis, l'ubérisation de l'assurance est un secteur que vous connaissez un peu. Vous y croyez, c'est possible ou pas? En fait, se poser la question dans un terme plus général qui consisterait à savoir si l'ubérisation va s'appliquer ou non généralement à la société reviendra au même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus une question de savoir si elle est en marche. C'est une expression qui devient difficile à utiliser maintenant sans connotation politique, mais elle est simplement en train de s'étendre à la totalité de la société dans tous ses compartiments, et l'assurance la première. Bon, pourquoi l'assurance la première? Parce que je ne sais pas si vous avez en tête cet ouvrage que Jacques Attali avait écrit, je crois, il y a 3 ou 4 ans, qui s'appelait « Une brève histoire de l'avenir », si ma mémoire est bonne, et dans lequel Jacques Attali disait « Dans 20 ans, dans 30 ans, les sociétés les plus puissantes au monde seront des sociétés d'assurance ». Et à cette époque-là, tout le monde y croyait, le raisonnement était cohérent et ça paraissait relativement logique qu'effectivement l'assurance, parce qu'elle gère la vie du citoyen, allait devenir l'entreprise qui allait gouverner le monde. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, la plupart des assureurs se disent « mais aujourd'hui, nous n'avons pas la donnée de nos propres clients, nous ne savons pas la maîtriser, la collecter, l'utiliser ». Et en fait, on va finir par se faire revendre la donnée par les GAFA, qui la connaissent mieux que nous, sous tous les aspects. Amazon, Facebook, les réseaux sociaux, Google, par les recherches qu'en plus l'Europe leur donne de façon totalement stupide. Enfin, je veux dire, on est comme le seul continent suffisamment crétin en Europe pour donner 95% de nos recherches à Google. C'est unique au monde. Même aux États-Unis, les Américains ne lui font confiance qu'à 60%. Donc du coup, forcément, vous avez tout à coup des monstres qu'on a créés nous-mêmes, qui possèdent notre donnée et qui vont être capables de la revendre demain à des assureurs qui vont en défendre complètement. Pourquoi? Parce que Google va dire « mais le risque, ça ne m'intéresse pas du tout. Amazon, moi non plus, je ne veux pas couvrir le risque. Je vous refile la data, ça va coûter super cher. » Parce qu'effectivement, ça permet d'aller, comme tout le monde entier, vers l'individualisation de la santé, l'individualisation du risque, l'individualisation, puisque le monde de l'Internet est un monde qui va vers l'individualisation à outrance. Mais je vais vous laisser le risque avec une marge très faible. Donc du coup, on aura des géants avec des tout petits pieds, et de l'autre côté, effectivement, des géants qui, eux, vont vendre cette donnée, mais pas seulement aux assureurs. Donc il y a une espèce de frontière là à franchir pour les assureurs qui est urgente, qui d'un côté sont attaqués, depuis déjà que l'Internet est né, par ce qu'on adore aussi dans les politiques européennes et occidentales, c'est la politique du pouvoir d'achat, ce truc qui rendrait les gens heureux parce que toujours tout est moins cher dans l'assurance. Mais bien sûr, c'est déjà en marche. Sur quelle partie de la chaîne de valeur ça pourrait... Sur la data. Je veux dire simplement sur le fait de collecter, de mieux connaître le client
que les gens eux-mêmes. Mais vous en parlez à Pernod Ricard, ils ne connaissent pas leurs clients. Vous en parlez à n'importe quel distributeur aujourd'hui, entre l'industriel et le client, un distributeur, il vous dira qu'il ne connaît pas son client. Donc en réalité, pour différents moyens, on a délégué cette data à d'autres, ou simplement on ne l'a pas analysée. Et du coup, pendant ce temps-là, certains ont constitué leur empire sur la data et vont la revendre à ceux qui en ont besoin, les assureurs en premier lieu. Parce que là, on part d'un système assurantiel qui est quand même un système d'actuarisation, de calcul de risque sur des populations, etc. Et tout à coup, on est en train de dire non, c'est par individu demain. Alors demain, est-ce que c'est demain, après-demain? À quelle vitesse, on ne sait pas. La question, c'est plus si ça va arriver, c'est quand ça va arriver et à quelle vitesse. Et selon vous, vous avez pour le secteur de l'assurance en particulier, vous avez une petite idée? Alors, je vais vous dire, je refuse toutes les questions d'avenir. Pourquoi? Non pas parce qu'on ne réfléchit pas, mais parce que entre ceux qui sont les tenants de la politique schumpeterienne et qui vous disent « vous inquiétez pas, tout ce qu'on va détruire va être recréé, dormez tranquille citoyens, on va recréer ». Et puis tous ceux qui vous disent, comme Laurent Alexandre, le monde va être cyborgisé, dans 10 ans, vous vivrez non seulement jusqu'à 1000 ans, mais au chômage et cyborgisé. Il n'y a que des gourous sur Terre. Entre les deux, la réalité, selon vous? La réalité, c'est que tout va se passer dans les 10 prochaines années. À quelle vitesse, on ne sait pas. Voilà. En gros, c'est à peu près la seule réponse vaguement intelligente que je peux essayer de faire. Ouais. D'accord. Donc l'ubérisation, pour conclure, c'est possible dans le secteur de l'assurance? Plutôt sur la distribution? Ouais. Plutôt sur la distribution, la gestion des risques La collecte de la data, c'est-à-dire eux, ils savent ce que vous faites tous les jours, parce que finalement, à travers les réseaux sociaux, à travers vos recherches, à travers vos achats, à travers etc., on sait ce que vous faites. Donc à partir du moment où on sait ce que vous faites, comment vous conduisez, dans quel état, parce qu'en plus vous avez la bonne idée de vous mettre avec un selfie dans un état d'ébriété le samedi soir en prenant le volant, on sait effectivement quel danger vous représentez. Et donc, comme on sait progressivement, si vous voulez, le problème c'est que l'humanité, pour l'instant, était basée sur l'imprévisibilité. Bon. Et donc tout à coup, on est en train de dire que le prédictif va être le nouveau paradigme. Je déteste ce terme, mais va être le nouveau paradigme, effectivement. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, d'abord, quand on analyse l'assurance, je ne suis pas un spécialiste d'assurance, mais les sinistres diminuent dans le monde. À part les événements climatiques, etc., qui s'accentuent, le sinistre baisse en permanence. Donc c'est-à-dire que les process, la normalisation a conclu, ou en tout cas a abouti à une diminution des risques et donc des sinistres. Et donc du coup déjà les choses à assurer sont moins nombreuses. Bon. Donc du coup les gens qui déjà le vivaient comme une contrainte le vivent encore plus comme une contrainte. C'est pour ça que l'expérience client est très difficile. Quand c'est quelque chose que vous attendez, dont vous attendez un bénéfice, c'est super. Quand c'est quelque chose que vous vivez comme une obligation, c'est comme votre dentiste et votre garagiste, vous ne supportez pas ça. Bon. Donc ça, c'est la première difficulté, de rendre l'expérience client agréable avec quelque chose dont vous estimez que ça vous est imposé. Mais en plus, on nous pousse effectivement vers une individualisation. Alors qu'il y a des côtés extraordinaires. Je me conduis bien, je paye moins. Parce qu'on n'y est pas pour l'instant. On y viendra, forcément. Mais le problème, c'est... Moi, que je me pose en tant qu'être humain, entrepreneur et donc indiscipliné, c'est moi, j'ai pas envie qu'on me dicte ce que je dois faire. Et si j'ai envie de boire, de fumer à 5 h du matin, je fais ce que je veux. Alors, j'ai jamais fumé, je bois très peu. Donc tout va très bien. Mais on voit bien qu'on peut aussi aller vers une déviation terrible qui consiste à dire qu'à un moment donné, l'être humain qui est imparfait, inégal, divers, va devenir prévisible, parce que prédictif, il va devenir parfait parce qu'on lui impose une certaine norme de vie qui lui permettra d'avoir des bénéfices en contrepartie qui sont une prime moins chère, une santé plus individualisée, la possibilité de tuer la mort comme le promet Google en allant jusqu'à 120 ans. Alors, Laurent Alexandre déjà 10 000, mais déjà 120 c'est pas mal. Et puis voilà, donc voilà, c'est ça toutes les questions qui se posent. Merci Denis. Avant de tuer la mort, on va conclure ce premier plateau. On va remercier nos invités qui vont nous quitter, qu'on retrouvera par ailleurs tout à l'heure. Vous pouvez rester en ligne, bien sûr, car nous allons avoir la deuxième séquence, un plateau, sur un débat thématique, les startups et l'assurance. Pensez au live tweet, même si on n'a pas le temps de prendre les questions parce qu'on a un tout petit peu débordé sur le timing. Et avant de vous retrouver sur le plateau, vous allez voir un reportage de France 2 d'une petite minute. Imaginez-vous sur une route américaine après de longues heures de conduite. Vous ressentez la fatigue arriver. Heureusement, vous portez ces lunettes magiques munies de capteurs bleus qui commencent à clignoter à la première alerte et même à sonner. De quoi éviter l'endormissement. Les clignements d'yeux et la durée de clignement d'yeux vont nous indiquer l'état de fatigue du conducteur. Pour plus de sécurité, les lunettes peuvent être jumelées avec le téléphone d'un passager ou d'un proche qui n'est pas dans le véhicule, ou encore celui de votre assureur. Dès que les premiers signaux d'endormissement sont perçus,
Le téléphone va émettre un message auprès d'un assisteur qui va pouvoir appeler via les haut-parleurs de la voiture, bien sûr, le conducteur pour le tenir éveillé jusqu'à la prochaine aire de repos. Ces lunettes seront commercialisées dès cette année. C'est l'une des inventions françaises les plus remarquées à la... Voilà, les startups, c'est le sujet de notre débat thématique Assurance TV de cette première édition. Nous allons aborder ce sujet, un vaste programme. Nous avons réuni autour de nous des professionnels reconnus. Merci de votre présence. Nous avons la présence de Stefania Maestroni, qui est vice-présidente Massif Innovation et directrice de l'innovation du groupe Massif. Merci de nous rejoindre. Merci à Tanguy Paulet de sa présence. Vous êtes directeur de la division client et transformation digitale et membre du COMEX de Swiss Life France. Bonjour. Florent, bonjour. Florent Villa, vous êtes directeur général d'Altima Assurance, groupe Maïf, et Philippe Perrard qui a pu atterrir. Merci d'être parmi nous, Philippe. Vous êtes CEO et founder de Healthy, on dit comme ça, c'est ça? Tout à fait, oui. La start-up que vous avez probablement découvert, dédiée aux montures connectées intelligentes. Alors, les start-up françaises étaient en force au CES de Las Vegas, comme l'année dernière d'ailleurs. Aucun domaine ne semble passer entre les mailles de leur filet. Innovation produit, innovation service, innovation dans le domaine de la distribution, de la relation client, de la santé connectée, de l'automobile connectée. Tous les acteurs du secteur de l'assurance sont en recherche avec les startups de nouveaux leviers de croissance. Les startups redessinent le paysage de l'assurance et beaucoup d'acteurs multiplient du secteur de l'assurance, bien sûr, multiplient avec les startups, les échanges, les partenariats, les POC et parfois des POC de POC, etc. Alors, ma première question est adressée à Stefania. Vous co-dirigez actuellement le véhicule d'investissement du groupe mutualiste Massif. Depuis sa création en 2016, il a été déjà conclu 8 partenariats stratégiques, c'est bien cela, oui. À travers des investissements avec des startups. Quels sont pour vous, Stefania, les apports concrets des startups, vus pour l'assureur, mais vus aussi pour l'assuré ? L'Open Innovation à Massif est vraiment en réponse à sa stratégie, une stratégie d'accompagnement du sociétaire pour améliorer son quotidien et pour augmenter ou préserver son autonomie. Ça, c'est vraiment notre objectif principal. Le deuxième objectif de l'Open Innovation est de accélérer la transformation du groupe et c'est ces deux objectifs qui finalement vont déterminer quel est l'intérêt pour l'assureur parce que c'est effectivement de mieux satisfaire ses sociétaires et d'aider ses collaborateurs dans cette transformation. Dans le choix que nous avons opéré effectivement dans nos 8 investissements, nous avons donc mis en avant la qualité de l'équipe, bien évidemment, mais aussi sa philosophie, de l'équipe de la start-up. Aussi sa philosophie. Parce que comme justement, il ne s'agit pas d'investissement purement financier, bien évidemment, nous avons des filiales qui s'occupent de faire du private equity, donc ce n'est pas du tout ça l'objectif de Massif Innovation. L'objectif de Massif Innovation est de investir, de renforcer un lien, un partenariat stratégique avec une start-up qui peut vraiment nous apporter quelque chose au plan métier. Donc, dans la sélection, nous regardons non seulement la qualité de l'équipe, mais aussi sa philosophie et sa capacité de s'engager dans un projet important pour le groupe et donc de pouvoir collaborer avec nos équipes internes. Nous regardons bien évidemment aussi la qualité de la solution qu'il apporte. Ça peut être un produit, un service, une technologie, une capacité de lire, de détecter quelque chose dans les marchés, de l'apport de data et de connaissances. Je peux vous fournir quelques exemples d'investissement et donc de partenariat que nous avons réalisé. Pour l'assuré, qu'est-ce que ça apporte concrètement comme valeur ajoutée? Alors, comme je vous disais, il s'agit notamment de nouveaux services. Je parlais de comment donner plus d'autonomie ou préserver l'autonomie de nos sociétaires. Si on fait référence à des sociétaires plus fragiles, on peut penser aux personnes plus âgées. On peut identifier le maintien de personnes à domicile
logiciel comme quelque chose qui va améliorer la vie d'un sociétaire. Rester à la maison plus longtemps pour des personnes âgées peut vraiment changer la qualité de vie. Ça, c'est du concret. Donc, vous avez dans l'intervention précédente, un intervenant a pointé, indiqué 2 problématiques par rapport aux objets connectés, au développement des objets connectés dans un pays comme la France, lorsque d'autres pays, effectivement, peuvent avoir des expériences plus avancées. Il a parlé, d'une part, de l'acceptabilité et d'autre part, du coût de la solution. Alors, là, on peut prendre à titre d'exemple le partenariat qu'on fait avec MonitorLink. MonitorLink est une start-up internationale qui a développé une plateforme d'objets connectés qui fournit des solutions clés en main. Donc, grâce à ce partenariat, nous pouvons bénéficier donc, de l'expertise technologique et de l'expérience que cette start-up a déjà réalisée dans d'autres pays. Comme on partage la même philosophie qui est vraiment, pour avoir passé plusieurs mois et discuter avec eux, c'est vraiment de fournir la meilleure solution au juste prix. Nous savons qu'on peut co-développer avec eux une solution adaptée à nos sociétaires. Et c'est là qu'arrive notre apport. Nous avons donc une base de sociétariens. Nous sommes de 5 millions de sociétaires. Nous sommes très légitimes sur ce qui est lieu de vie et protection des plus fragiles. Nous avons depuis très très longue date développé des réseaux d'aidants qui sont une pièce maîtresse dans cette relation. Et donc, nous nous appuyons donc sur une technologie déjà prouvée à l'étranger, avec des expériences, donc des apprentissages de ce qu'ils ont pu faire à l'étranger, et nous la déclinons avec notre expérience et notre connaissance, en partenariat aussi avec les aidants, avec nos assisteurs, avec tout notre écosystème. Et nous faisons pendant 6 mois un pilote, par exemple, dans le domaine de maintien de personnes à domicile, et même dans le cadre du pilote, nous testons des choses. Donc c'est des pilotes, c'est des POC, vous faites des POC, des POC. Concrètement, les sociétaires peuvent utiliser les solutions. Sûr. Là, il y a une quarantaine de personnes qui utilisent des objets qui permettent de détecter la chute, qui est la première cause de mortalité à domicile en France. Et donc, notre objectif est vraiment de prévenir cette chute et, en cas de chute, de faire intervenir l'assisteur avant le plus rapidement possible, parce que ça réduit le risque de séquelles après. Et donc, l'avantage, permettez-moi, c'est immédiat pour le sociétaire, et bien évidemment aussi pour l'assureur et l'assisteur, parce qu'on fait du débruitage d'alerte. Donc l'assisteur sait que l'alerte qui est passée est vraiment la bonne, donc il se dépêche de partir. Le coût est moindre, parce qu'il n'intervient que quand c'est nécessaire d'intervenir. Et après, le coût derrière, comme on réduit les séquelles, le coût d'hospitalisation, etc., sera également réduit. Donc c'est aussi une utilité sociale. Donc, en premier lieu, l'utilité pour la personne, après sociale, et après pour l'assisteur, l'assureur, etc. L'assisteur. Voilà. Merci. Bon, vous pouvez intervenir. Je ne voulais pas préciser au tout début. Alors, Florent, vous dirigez Altima. C'est le laboratoire de la Maïf, c'est bien ça un petit peu, non ? Ça résume bien la mission. D'accord. Ouais. C'est bien ça ? Ouais. On a parfois l'impression que le secteur de l'assurance, beaucoup de marques d'assurance en tout cas, utilisent les startups et misent quasiment intégralement leur transformation sur leur relation avec les startups. Est-ce que vous partagez cette analyse ou est-ce que vous êtes de l'avis contraire ? Alors c'est compliqué de répondre pour tous les acteurs. Je vais au moins répondre pour celui que je connais le mieux, la Maïf, parce qu'effectivement, dans la question que vous posez, il y a le mot transformation, il y a le mot startup, donc ça correspond assez bien à ce que l'on fait. Effectivement, on a un plan de transformation très très ambitieux sur les prochaines années. Et c'est vrai qu'à travers ce plan stratégique, ce plan de transformation, il y a une attention particulière sur l'écosystème des startups. 2 chiffres, on en a sur 200. On en a sur 200 aujourd'hui en tant qu'entreprise. On a évidemment une quarantaine de partenariats B2B2C avec elles. Et puis surtout, on les accompagne de la même manière que Massif Innovation, puisqu'on a quand même Maïf Avenir qui est doté à 250 millions d'euros, ce qui en fait un des plus gros fonds corporate en France aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a une attention particulière, mais c'est pas toute la transformation qui repose sur les startups. Je vais y revenir après, parce que l'innovation, il y a de l'innovation interne, il y a une ambition de sortir nos propres offres.
d'accélérer considérablement le time to market. On a quand même l'impression que l'accélération de la transformation est mise sur les épaules frêles parfois des startups. Je pense pas. En tout cas, je pense qu'il faut qu'on voit les deux. Vous ferez part de votre avis tout à l'heure. Les deux en parallèle, je pense. Il y a une vraie volonté d'accélération du time to market. Si je prends l'exemple de Maïf, le rôle de la filiale que je dirige, Altima, c'est clairement dans ce but-là. On est tout petit pour essayer d'accélérer, notamment pour aller sur du test and learn ou l'expérimentation. Mais c'est vrai que la relation avec les startups, ça nous permet de travailler sur différents sujets. D'abord, il y a la dimension méthode. Ça nous a permis considérablement de progresser dans les méthodes agiles, dans la focalisation sur le time to market, dans l'attention sur l'expérience utilisateur ou sur les MVP. Ça nous a permis aussi, je pense, de progresser dans le choix des process et des outils, parce qu'on a une grande tradition dans l'assurance et on fait tout nous-mêmes. Avec les startups, c'est vrai qu'on voit qu'il y a toujours cet arbitrage assez rationnel entre make or buy. C'est est-ce que je fais moi-même, le CTO développe lui-même, ou est-ce que je prends une solution toute prête, souvent d'ailleurs portée par d'autres startups, si on prend l'exemple du paiement, de la signature électronique et tout ça. Donc ça nous a permis un peu de changer un peu de mode de fonctionnement par rapport à ça. On s'ouvre beaucoup plus sur des solutions externes. Et la transformation du modèle, Maïf c'est une mutuelle sans intermédiaire comme Massif, donc pas du tout ouverte sur le B2B2C, très très B2C. Et c'est vrai qu'avec les startups, on a démarré cette relation B2B2C et c'est hyper exigeant en termes d'organisation, en termes d'IT. Rodolphe était sur la table ronde d'avant, c'est notre éditeur du côté de Prima, il le sait, il pourra le confirmer. On lui met une pression incroyable pour qu'il développe les API. Parce que quand vous discutez avec des CTO de start-up, il faut avoir non seulement des API sur toute la chaîne de valeur, et en plus, je dirais, avec un niveau de codage à l'état de l'art, parce qu'ils veulent vraiment les dernières technologies de développement. Puis après, de manière plus classique, quand on travaille avec les startups, c'est des relais de croissance, évidemment, faut pas se leurrer. Et puis c'est de l'open innovation, comme le disait Stéphanie. Tanguy, vous vouliez peut-être intervenir tout à l'heure sur les mots de Florent. Oui, je pense que quand vous faites ce constat sur le secteur de l'assurance, il y a un peu de vrai quand même. On est tous peut-être passés dans un premier temps, et il y en a encore qui y passent maintenant et d'autres qui devront y passer, par cette première approche qui est l'approche de il y a des choses qui bougent, on est tous connectés, on est tous de plus en plus connectés dans l'entreprise aussi, du COMEX aux collaborateurs de l'entreprise, et du coup il y a cet effet d'emballement, vous surfez aussi sur cet effet d'emballement, vous le créez et puis vous l'approfondissez. C'est un peu ce qui se passe aussi dans les entreprises. En fait, d'abord ça commence par cette rencontre avec ces startups, ça commence par quelques moments d'engouement. Il y a un côté un peu fancy à être dans ces incubateurs, rencontrer ces géniaux entrepreneurs. Ceux qui ont un peu plus d'argent que les autres peuvent mettre un petit million par-ci, un petit million par-là. Et ça, c'est le démarrage. Et c'est vrai que franchement, ça a beaucoup démarré comme ça. C'est pas encore un peu le cas quand même, non ? Si, je pense que c'est encore un peu le cas. C'est aussi un peu le cas parce qu'il faut rester dans le coup, parce que ça va très vite, qu'il y en a de plus en plus. Quand on voit ce qu'il y avait comme start-up l'année dernière au CES et ce qu'il y avait cette année-ci, on voit bien que c'est exponentiel, et encore ça c'est que la France, il y en a un peu de partout dans le monde. Donc oui, on va aller chercher ces informations, et c'est l'effet d'engouement. Je pense que c'est très bien parce que quelque part, ça fait se mobiliser une partie, en tout cas, de l'entreprise. Ça fait bouger des comités exécutifs aussi, qui à un moment donné se disent, là, ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant qu'ils nous parlent de ces trucs-là, laboratoire, start-up, incubateur. On va commencer à regarder. Il y en a qui sont un peu plus avancés que ça, et ça se partage. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est qu'à un moment donné, ça doit se partager pour qu'on comprenne qu'il y a un enjeu, finalement, pour l'entreprise, un enjeu de transformation. C'est pas pour rien que ce mot est peut-être celui qui vient le plus dans le discours. Concrètement, vous pensez qu'on accélère un petit peu la collaboration avec les startups d'un point de vue concret ? On a l'impression que, peut-être à tort, qu'on multiplie un peu les POC, de POC, oui, mais c'est vrai. Et que les startups, en attendant, il faut qu'elles trouvent leurs équilibres financiers, qu'elles n'ont pas forcément le temps d'attendre. C'est sûr. On donnera tout à l'heure la parole à notre ami. Non ? Il y a un petit effet, il y a un petit effet bulle. Quand on est dans le marché financier, on connaît bien cet effet-là. Il y a un petit effet bulle, effectivement, autour des startups. On a généralement pas suffisamment d'argent pour se décider qu'on va y aller à fond sur une, donc on va un petit peu sur plusieurs pour voir aussi quelle est la captation interne de l'intérêt. Il y a ensuite un deuxième coup, c'est de se dire, bon, mais alors si on investit dans cette boîte, comment est-ce que véritablement on crée quelque chose de long terme avec cette boîte ? On a aussi à un moment des actionnaires qui nous demandent des comptes.
notre business model va-t-il vraiment changer? Est-ce que c'est un feu de paille? Est-ce que c'est pas un feu de paille? Oui, dans un premier temps, et on est encore dans ce premier temps, il y a un peu de bruit autour de la relation avec les startups, mais ce bruit est passé quand même dans un premier temps, un bruit qui était plutôt un bruit de risque, un bruit d'ubérisation, en disant oh là là on est occupé à se faire ubériser et c'est vraiment dangereux. Dans un deuxième temps, on s'est dit mais finalement c'est pas tellement l'ubérisation qui nous inquiète, puisqu'on constate qu'on a peut-être des partenariats à créer avec eux. D'ailleurs, il y a beaucoup de startups qui sont issues du monde financier. Aujourd'hui, quand quelqu'un quitte une entreprise, soit parce qu'on le fait partir, soit puisqu'il s'en va lui-même, beaucoup se recyclent dans les startups parce qu'ils ont un vrai savoir-faire et qu'ils ont une capacité à démarrer quelque chose sur la chaîne de valeur qui nous intéresse beaucoup plus vite tout de suite. Donc cette relation-là, elle est vraiment aujourd'hui très organisatrice de la transformation, du questionnement de beaucoup d'entreprises dans le secteur. Florent, vous vouliez intervenir? Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a deux profils pour moi dans les start-upers. Il y a ce que Tanguy évoquait, des profils issus du monde de l'assurance. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des personnes qui arrivent qui ne connaissent pas le monde de l'assurance et qui viennent avec une idée qu'ils sont partis d'un besoin client. Et comme ils partent de zéro, il n'y a pas de legacy, parce que c'est quand même le principal problème que l'on a. On a des legacy organisationnels ou techniques. Les startups partent de zéro avec un problème client à traiter. Et donc du coup là, c'est intéressant de discuter avec elles. Et il faut savoir effectivement, comme Tanguy le disait, savoir faire la part des choses entre l'investissement qu'on peut faire pour sécuriser la start-up ou tout simplement dans des logiques de pure logique de rentabilité et la collaboration opérationnelle. Et il ne faut pas s'interdire d'être concurrent de nos partenaires. En tout cas, nous, côté Maïf, on a cette logique-là. On essaye de dissocier l'investissement de la relation partenariale et je ne m'interdis pas d'être concurrent de la start-up que je vais accompagner en tant que porteur de risque. Il faut que les règles du jeu soient claires avec la start-up dès le départ et je trouve ça plutôt sain à la fin. Avant de laisser la parole à Philippe, Stéphania, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je partage complètement le fait qu'on cherche dans la start-up des compétences très pointues et aussi très complémentaires. Surtout quand, comme je disais, la Massif investisse cette dimension du service. Donc on s'éloigne progressivement de la focale qui pouvait être posée antérieurement sur une technicité produit d'assurance. Donc on était très excellence assurance IRD, excellence finance épargne, excellence santé prévoyance. Là on se dit ce qui intéresse le sociétaire c'est son quotidien. Donc on sort progressivement de cette focale-là qui est un acquis. On est plutôt sur qu'est-ce qui l'intéresse au quotidien. Et c'est là qu'est la start-up peut avoir aussi peut être très complémentaire parce qu'elle vient, comme tu le disais, avec une connaissance d'un service qui n'est pas assurantiel, mais qui est la pièce qui manque dans la complétude d'un service et qui évite aussi que d'autres acteurs, parce qu'on parlait tout à l'heure de nouveaux entrants, puissent casser un peu notre relation en nous attaquant sur quelque chose qui n'est pas purement assurantiel. Donc effectivement, cette compétence, c'est une complémentarité est très importante. Et aussi, on parlait de POC et d'investissement. Et de concurrence et de pas concurrence. Je crois que le mot-clé est un peu aussi la bienveillance et la responsabilité. Il faut que la relation avec la start-up soit une relation d'adulte à adulte et que les règles du jeu exactement soient claires. Est-ce qu'elles sont les mêmes pour tout le monde, les règles du jeu entre la start-up et les grands groupes ? Il faut qu'il y ait, comme je disais, une bienveillance et qu'on se dise qu'il y a un projet à développer. Après, il y a effectivement des intérêts investisseurs, des intérêts clients qui peuvent être pas en accord, mais si on travaille aussi par projet, si on a vraiment un projet, on se dit on veut arriver là et on comprend quel est l'apport de chacun à ce projet, on peut parfois aussi renoncer à des exclusivités, on peut renoncer à des choses parce qu'on dit l'important est que le projet, que la plateforme s'installe et se développe et in fine on sera tous gagnants si on a su apporter quelque chose de vraiment une valeur ajoutée réelle pour le sociétaire, pour le nôtre, mais aussi pour d'autres. L'important c'est qu'on puisse faire progresser une technologie, une solution. Après, le plus grand nombre pourra aussi en bénéficier. D'accord, donc on voit que les startups ont quand même un taux de mortalité qui se rapproche des autres 9 sur 10, on dit à peu près. Je crois que taux de mortalité important. Alors je ne dis pas ça à l'adresse de Philippe qui nous a rejoint et dont on a vu le reportage de France 2 tout à l'heure qui présentait les montures intelligentes, les montures connectées intelligentes et qui était au CES Las Vegas en début d'année. Moi, Philippe,
Philippe, je voudrais plutôt vous interroger sur ce mode collaboratif entre les grands groupes et les startups. Est-ce qu'il n'y a pas une inconcordance de temps? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les intérêts des uns et les intérêts des autres? Ah oui, alors vous m'avez dit que je pouvais dire ce que je pensais. Hein. C'est le but. Hein, d'accord, oui. donc j'avais l'impression en écoutant mes trois interlocuteurs qu'on était dans le monde des bisounours. C'est merveilleux, j'adore. Les startups souffrent un peu. Mais le côté startup friendly, moi je dirais, est-ce que c'est une pensée à la mode, ce dont j'ai l'impression dans pas mal de boîtes, ou un mode de pensée, ce qui est là fondamentalement différent. Et pour moi, on est plutôt dans la pensée à la mode actuellement que dans le mode de pensée. Ou bien j'ai pas eu les bons interlocuteurs. J'ai été chez vous, à la Massif, et j'ai fait 1 ou 2 rendez-vous. Mon projet, je ne sais pas où il est allé. Ma présentation, je ne sais pas où elle est allée. Et pourtant, quand je vous entends parler effectivement de réduire les risques, de pouvoir effectivement accompagner les personnes âgées ou d'autres en termes de dépendance, en termes de détection de chute et surtout en termes de prévision de la chute, qui est un problème juste extrêmement ardu. Je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas mon capital. Sans prendre de cas particuliers, est-ce que c'est un problème qu'on rencontre, je dirais, de façon générale. Alors ça. Là, j'étais un petit peu taquin et il n'y a pas de souci. Il y a tellement de startups. Si vous voulez, mais il y a beaucoup de startups et il y a beaucoup de collaborateurs. Donc après, il faut s'adresser aussi. Enfin, il faut trouver les bons canaux. On ne va pas régler les cas particuliers aujourd'hui. Tout à l'heure pendant le cocktail, avec grand plaisir. Mais effectivement, on se rend compte que à un moment donné, comme vous le dites fort justement, il faut avoir la bonne personne au bon moment. Voilà. Et effectivement, pour ce qui me concerne, chez Generali, au bout de 4 mois simplement de création de la société, alors que même les choses n'existaient pas, j'ai quelqu'un qui a dit « go, on y va ». Et tiens, finalement... mais je ne vous ai pas dit que tout était noir. D'accord. Je dis simplement, on n'est pas complètement non plus dans le monde des bisounours. Moi, j'aurais des propositions à faire. Je pense que notre ami Jacquet pourrait les porter, d'ailleurs, dans le cadre de défendre la croissance, etc. On pourrait très bien faire un espèce d'impôt, un crédit d'impôt, non pas recherche, mais crédit d'impôt innovation ou start-up, où tous ces grands groupes pourraient voir défiscaliser une partie des sommes qu'ils mettraient dans les start-up. Un billet de 50 000 ou de 100 000 euros, je ne vais pas dire que c'est rien pour vous, parce que vous avez toujours un contrôleur de gestion derrière vous. J'ai commencé par ça quand j'étais jeune. Mais pour une start-up, c'est juste énormissime. Et ça représente même, je dirais, 10 fois plus. Parce que quand vous revenez avec un contrat de 50 000 euros à la Massif, à la Maïf, etc., juste c'est... Est-ce que vous souffrez avec les grands groupes? Je ne parle pas forcément de grands groupes d'assurance, vous en côtoyez d'autres. Est-ce que c'est compliqué? Oui, c'est compliqué parce qu'on perd quand même pas mal de temps. Moi, j'ai la chance, vous le voyez, mes tempes grisonnantes, d'être quand même pas un perdreau de l'année. Mais si vous voulez, on perd quand même beaucoup de temps dans des discussions qui vont de comité M&A en comité, etc., n'aboutissent pas pour un certain nombre, alors que vous vous dites, mais demain, quand justement les fameux GAFA dont on parlait vont leur tomber dessus, mais ils vont plus savoir comment ils s'appellent, et là, pour le coup, il va y avoir des têtes qui vont tomber, alors que certainement, je ne dirais pas notre start-up à nous, mais un certain nombre de start-up auraient pu apporter des solutions. Alors, je vous assure qu'on perd aussi beaucoup de notre temps chez nous. Je pense que c'est quelque chose qui est vécu de part et d'autre. En réalité, moi, il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas 20 ou 30 demandes de start-up, d'invitations, de rencontres, etc. Et sur ces 20 ou 30, il y en a au moins, je ne sais pas, un quart qui m'emballe. Je trouve l'idée géniale, le concept génial. Par contre, effectivement, pouvoir accompagner, et le secteur est probablement trop petit ou pas encore suffisamment mature, de part et d'autre, pouvoir accompagner l'ensemble de ces start-up vers quelque chose qui est du concret, qui passe aussi des barrières qui au début étaient des barrières. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment eu 2 temps. Il y a eu un premier temps où il y avait une sorte de barrière de l'enthousiasme, et cette barrière de l'enthousiasme a finalement porté pas mal de financement auprès de pas mal de start-up, mais sans nécessairement un lendemain. Il y a un deuxième temps maintenant, qui est un temps, et ça dépend évidemment des start-up et des technologies, mais il y a un deuxième temps qui est quand même le temps de la réflexion transformatrice interne, créatrice de valeur long terme, pas seulement un outil marketing, mais vraiment un changement intrinsèque du business model. Voilà. Je pense que certains sont arrivés dans ce domaine-là, et en tout cas, la maturité interne dans les grands groupes a évolué pour qu'on n'aborde plus seulement l'effet waouh, mais qu'on aborde aussi l'effet pérennité, construction, business model, celui qui réconcilie finalement expérience client, marketing, technique,
produit, distribution, modèle. Et ça, c'est quelque chose qui, du coup, prend plus de temps. C'est quelque chose qui nécessite aussi une analyse plus profonde de la réalité des partenariats et qui, d'ailleurs, commence petit à petit à créer non pas seulement des partenariats, mais des vraies volontés de créer sa propre start-up, aller plus loin, fédérer, devenir un hub. Dans ce que vous décrivez, excusez-moi, il y a cette notion de temps. Et on n'a juste pas, vous et moi, la même notion de temps. C'est une concordance de temps. Bien sûr. Il y a le temps de la start-up, il y a le temps de l'assureur. Un temps long, et nous, on a un temps court. On est d'accord. Si au bout de 3 mois, 6 mois, on n'a pas un contrat qui nous permette effectivement d'embaucher les 2, 3, 4, 5, 10 ingénieurs dont on a besoin pour que le POC à moitié, je dirais, fini, devienne quelque chose qui fasse non seulement le waouh, mais surtout derrière ce que vous disiez, la réalité d'une réponse concrète à une attente client, etc., on ne peut pas avancer. Donc là, il faut qu'on arrive à concilier, je pense, les deux. Ce qui est compliqué, effectivement, c'est que, Florent, et après on a un deal flow qui est extrêmement conséquent. Hein. Sur Maïf Avenir, c'est plus de 200 demandes par mois. Donc il y a 3-4 personnes qui font le deal flow et qui gèrent le stock. Start-up uniquement. Oui, voilà, donc c'est hallucinant le nombre de demandes que l'on reçoit. Le secteur sur lequel vous êtes, qui est grosso modo santé, IoT, c'est là où il y a le plus de monde. Donc c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de trier, parce qu'en plus on a des demandes qui sont parfois exclusivement financières. Ils viennent chercher du capital et il n'y a pas véritablement de collaboration opérationnelle recherchée avec l'assureur, ce qui nous intéresse moins. Et puis parfois, on a la chance, les deux couplés, l'investissement plus l'association partenariale. Mais là, après, c'est une problématique parfois de cadencement. C'est que moi, j'ai vu passer des startups très intéressantes, mais effectivement, comme vous l'évoquez, on n'a pas les mêmes horizons de temps. Et moi, je préférais dire souvent... Est-ce qu'on a le temps dans l'assurance ? Non, mais moi, côté Maïf, je pense on se permettait de dire, c'est pas le moment. En fait, on n'est pas concentré sur ce sujet-là en ce moment, donc il vaut mieux pas faire perdre de temps à la start-up, quitte à ne jamais la revoir. C'est un risque que l'on prend, parce qu'aujourd'hui, on est focalisé sur une thématique qui n'est pas celle que la start-up présente. Je pense qu'il faut aussi... le plus grand danger, c'est de vouloir essayer de capturer tout le monde et de retenir tout le monde, et effectivement de faire perdre 6 mois, 1 an. Il y a la façon de traiter les choses. Chez Fondation Maïf, je suis fils de prof, donc j'ai un profond respect pour Fondation. J'ai été très bien reçu, et je reviendrai avec une étude sur le fond, parce que j'ai eu un écho positif qui m'a dit faut qu'on fasse une vraie étude sur le fond, mais qui ne soit pas uniquement centrée sur votre produit, permettant d'apporter des résultats, je dirais, synthétiques pour l'ensemble de la corporation. Merci Philippe, on en rediscute un petit peu après. On va laisser conclure Stéphania. 30 secondes, 1 minute, c'est quoi le mot de la fin, Stéphania ? Les assureurs et les startups, ça fonctionne bien ensemble ? Ça fonctionne bien ensemble, et innover, c'est aussi choisir. Donc effectivement, on ne peut pas courir tous les lièvres, mais bien évidemment, il se doit d'apporter une réponse, soit-elle oui ou plus tard ou jamais. Ou jamais. C'est un beau mot de la fin pour ce débat passionné. Merci à vous d'avoir participé à cet échange qui était court mais un peu plus long que prévu. Nous sommes désolés, nous avions prévu 25 minutes pour ce débat. On a un petit peu de retard. Quitter les prochains rendez-vous. Nous voulions bien sûr vous parler très rapidement du lancement du TIDEC que nous organisons, la 3e édition, le congrès de la révolution numérique du secteur de l'assurance, transformation et révolution numérique. C'est le rendez-vous pour les marques et pour les décideurs qui sont dans la transformation du secteur de l'assurance. Vous en saurez plus sur notre site, et ceux qui sont intéressés pourront participer à un petit déjeuner de présentation la semaine prochaine. Vous pouvez voir tout ça sur le site L'Assurance en mouvement. Deuxième information à vous communiquer, le lancement des trophées de l'assurance que nous organisons également et dont c'est la 17e édition. Les trophées de l'assurance 2018 auront lieu le 4 octobre 2018. Les appels à candidature vont bientôt arriver, donc vous pourrez préparer vos candidatures, et nous allons, pour information, constituer le jury indépendant de ces trophées de l'assurance dans les semaines qui viennent. Et puis, pour terminer, ce ne sont pas 2 événements, mais c'est un ouvrage que nous allons publier prochainement. Dessine-moi une mutuelle 2018-2028. Un ouvrage que nous coproduisons avec l'agence The Links. Un ouvrage sur lequel nous parlons de la nouvelle modernité des mutuelles, avec une vingtaine d'interviews de présidents et de directeurs généraux. Une enquête auprès d'adhérents et de sociétaires. Et une double préface de Thierry Baudet, président de la Mutualité française, et de Pascal Demurger,
président de l'Association des assureurs mutualistes, entre autres, mais il intervient dans cet ouvrage en qualité de président de l'Association des assureurs mutualistes. Nous vous informerons bientôt de la sortie de cet ouvrage sur le site L'Assurance en Mouvement. Je voulais remercier nos invités de leur présence et de ce débat un petit peu musclé, mais en tout cas, on s'est dit les choses qu'il fallait. Merci. Merci d'avoir suivi ce premier Mag Assurance TV. Faites-nous part de vos commentaires, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs, ça nous fera progresser. Le prochain Mag Assurance TV est le 20 mars 2018 avec de nombreuses personnalités et bien sûr de nouveaux sujets. Nous pouvons d'ores et déjà aussi vous annoncer que nous aurons des mags thématiques dont le prochain sera le 21 mars sur un sujet très précis. On vous en dira plus là aussi sur notre site L'Assurance en Mouvement. Merci à vous, merci de votre écoute et on vous retrouve très bientôt.